Puis brimez-vous pas au niveau des réactions aussi, c'est con à dire, mais je veux dire, on est en tournage, mais on est en tournage devant le public, donc pour l'audio, il n'y a pas de problème à ce que vous réagissiez sans problème. Fait que c'est du bon. Voilà, oui. Yes! Alors c'est à ce moment-là, messieurs et dames, que je vous demanderai d'applaudir le dernier épisode de Conflit de classe. Introduction. Alors, messieurs, dames, le débat est lancé. Mais c'est ça, c'est un conflit de classe. Mesdames et messieurs, bonjour! Et Bonjour à vous. Bienvenue au Brouhaha Rosemont pour le tout dernier épisode de Conflit de classe. Ouais, c'est vraiment, il y a un moment, c'est une première saison qui se termine, il y a quelque chose d'un peu mélancolique peut-être là-dedans. Ouais, je suis un peu touché, franchement, Ouais. honnêtement. Ouais, Saison ouais. 1 déjà qui termine. On vous rassure, public à la maison, il va y avoir une deuxième saison qui va avoir lieu en 2019. Et ça, se termine en force quand même, faut le dire. Un gros débat ce soir Oui. sur un enjeu majeur. Là, C'est un sujet qu'on avait un peu pas le choix d'aborder dans cette première saison. Voilà. C'est un enjeu dont on parle beaucoup au Québec, donc l'indépendance du Québec. Puis c'est peut-être d'autant plus important d'en parler compte tenu de la campagne électorale qui vient de se terminer, dans laquelle Oui. on en a peut-être. Ça a peut-être été la campagne électorale où on en a parlé le moins. Ça a été un peu écarté quand même, effectivement. Voilà. Donc, on va en parler aujourd'hui en pour et Ouais. contre, comme d'habitude. Est-ce que ça a toujours sa pertinence? Puis enfin, on examinera ça profondément. Effectivement. On a également des invités de marque ce soir. On est bien contents. Donc, ça termine bien la saison. On parle d'indépendance du Québec. Là, on va passer à la première partie. Rapidement, on va faire une vulgarisation, mais je pense que c'est un sujet que vous connaissez bien en général. C'est un sujet de prédilection pour tous les commentateurs politiques. Et qu'on s'intéresse ou non à ça, la politique, ben, on dirait qu'on n'a pas le choix d'en avoir entendu parler une fois dans sa vie Oui. de la souveraineté au Québec. Donc, rapidement, on parle de souveraineté. Qu'est-ce que c'est, la souveraineté? Ça vient du Moyen-Âge. Le souverain, dans le temps, était un peu le roi, si on veut, hein, dans le top de la pyramide de décision. Et c'est vraiment un terme qu'on a commencé à étudier à ce moment-là en termes d'impérialisme. Remarque qu'il y a quand même beaucoup de pays qui sont encore sous une monarchie et qui ont encore une souveraineté royale, Oui, si tout à on fait, veut. exact. Mais donc, c'est sûr que là, dans ce cas-ci, on va parler de souveraineté nationale. J'aimerais mentionner également qu'il y a une souveraineté de droit divin qui existe. Ça, c'est dans le cas de la papauté, mais dans le cas également de certains pays qui, à l'époque, le chef d'État était considéré comme venant de Dieu, comme nommé par Dieu. Qui assoyaient en fait la légitimité de leur souveraineté sur procédé la religieux, divinité, sur la là. grâce religieuse, exact. Exactement. Donc, dans ce cas-ci, là, je vous rassure, on parle bien de la souveraineté nationale, plus particulièrement du Québec, là, dont on va parler. Mais rapidement, comment est-ce qu'on accède à ça, une souveraineté? Parce qu'on a beaucoup de débats en société pour le faire. En fait, j'établirais tout d'abord que ça part souvent d'empires coloniaux. La demande de souveraineté vient souvent de colonies qui ont été, en fait, justement, des anciennes colonies d'empires coloniaux. On a beaucoup d'exemples qui se sont faits au 19e siècle avec l'Amérique latine. Au 20e siècle, beaucoup en Afrique, en Asie, des pays qui se libèrent finalement de leur ancien empire. C'est pas mal souvent de ça qu'on part à la base. Maintenant qu'on parle d'accession, ben, c'est là où c'est un petit peu flou comme terme, la souveraineté, parce que ça dépend. C'est une question de perception quand on y pense. Souvent, en fait, à la base, mettons, par exemple, au Québec, on va avoir besoin de passer par la Constitution du Canada. Donc, on va se baser sur les lois du Canada pour savoir Exact. comment s'en sortir. Sur un accord avec le Canada, c'est-à-dire Ouais. que la légitimité de la souveraineté va être établie dans En des fonction relations du du Canada Canada puis le Québec. Ça a été le cas aussi en Écosse avec la Grande-Bretagne. Mais dans certains cas, comme en Catalogne, l'Espagne, dans sa constitution, n'a pas de clause pour ça et ne reconnaît pas même une demande de souveraineté. Alors, c'est pour ça que l'idée de souveraineté, si on pense aux bases légales, oui, elles existent, mais c'est souvent quand même une question de perception et surtout d'acceptation à l'international. Parce que si les autres pays ne reconnaissent pas une souveraineté, ben c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, on en un peu sort pas. caduc. Exactement. Je tiens également à mentionner que dans toute l'histoire, la souveraineté a été souvent déclarée après des guerres, des invasions, après des putschs, des coups d'État. Donc, c'est vraiment pas tout le temps sur une base légale ou, si on Ouais. veut, ou de traité que ça s'est non fait. violente. Donc, oui, évidemment, aujourd'hui, on parlera pas de coup d'État ou d'invasion, je vous rassure, mais quand même, c'est important de le mettre en perspective. C'est une notion qui reste encore assez, je dirais pas floue, mais qui reste... Équivoque. Là. Il y a plusieurs manières d'accéder à l'indépendance. Exact. Celle du Québec, il est permis de penser qu'elle puisse se faire si jamais elle se faisait de façon non violente, mais ça n'a vraiment pas été toujours le cas. Là. Exactement. Gab, justement, on parle de l'indépendance du Québec aujourd'hui. C'est un parcours, évidemment, qui est truffé de beaucoup d'obstacles, mais également beaucoup d'histoires. Oui. Tu nous expliques un peu d'où est-ce que ça vient, cette idée-là de l'indépendance au Québec? Oui, ben, très rapidement, c'est un peu ingrat d'ailleurs d'essayer de ramasser l'histoire de l'indépendance du Québec en 3-4 minutes, mais je vais essayer de le faire le plus habilement Il y a possible. quelques souverainistes qui vont être fâchés contre toi demain. Mais Sûrement, bon. sûrement.
D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'idée de l'indépendance du Québec comme projet politique, comme projet social, ça a connu vraiment son essor dans les années 1960, mais c'est une idée qui nous ramène à beaucoup plus tôt, ça nous ramène au 19e siècle, en fait, dans l'histoire du Québec. Pour une première fois, ça a été pris en charge par le Parti patriote de Louis-Joseph Papineau en 1832, donc ça a mené à la rébellion des patriotes que l'on connaît. Durant l'ensemble du 19e siècle, début du 20e siècle, cette idée-là d'un nationalisme des francophones, si on veut, des Canadiens français, ça a continué à faire son chemin, mais c'est toujours resté dans des cercles d'intellectuels assez fermés. C'est ça que j'allais dire. C'était pas un projet de société comme tel. On avait vraiment juste des volontés, comme tu dis, intellectuelles. Mais exact. Mais c'était vraiment, vraiment présent au niveau des idées, mais ça s'est pas encore étendu à un niveau populaire, si on veut. Faut vraiment attendre en 1960, avec l'arrivée d'une organisation, en fait, le Rassemblement pour l'indépendance nationale, le RIN, qui était présidé par Pierre Bourgault, qui s'est ensuite transformé en parti politique en bonne et due forme en 1964. Qui s'est donc, pour la première fois, il y a un parti politique qui a défendu l'idée de l'indépendance du Québec, un projet indépendantiste social-démocrate. Un autre parti qui s'est formé aussi dans les années 60, le Ralliement national, qui était un peu plus à droite du RIN, qui s'est donc formé aussi comme parti politique pour faire l'indépendance du Québec. Mais à eux deux, ils cumulaient en bas de 10% des voix. C'est quand même assez surprenant de savoir que ça fait à peine 60 ans qu'on parle de pays en politique au Québec, mais vraiment en termes de projet de société. Là, c'est quand même tout avec récent. Le territoire qu'on connaît. Oui, voilà. Puis donc, mais malgré tout, donc ça a débuté dans les années 60, mais ça restait encore relativement marginal, en dessous de la barre des 10%. Puis il a vraiment fallu attendre l'arrivée de René Lévesque avec son mouvement Souveraineté. C'est qui ça, René Lévesque? René Lévesque. Je dis ça pour les gens dans la salle. Peut-être qu'il y a du monde qui, René Lévesque, connaissent pas ça. Là. Non, mais même c'est important de savoir qui c'était à l'époque, parce qu'il a grandement aidé, parce que René Lévesque, oui, c'était un journaliste qui était reconnu, mais ça a été aussi un important ministre du gouvernement de Jean Lesage. Et puis, l'arrivée de René Lévesque dans les rangs des indépendantistes, ça sécurisait beaucoup de monde, ça crédibilisait beaucoup l'option. C'était bon, là, désormais, on pouvait parler d'indépendance du Québec comme étant quelque chose de raisonnable, comme étant quelque chose de crédible, parce que le grand René Lévesque avait rejoint ces rangs-là. Et donc, à partir de son arrivée, qui a finalement fondé le PQ avec une fusion avec le Ralliement national, donc le Parti québécois en 1968, là, cette idée-là a vraiment pu, revendiquer le gouvernement. Finalement, le Parti québécois va l'atteindre en 1976, donc pour la première fois. Puis là va être élu, tu veux dire. Va être élu, oui. Puis là, c'est vraiment l'âge d'or du projet d'indépendance. Va être élu sur la promesse de tenir un référendum en 1980. Chose donc qui s'est passée. Donc, on a entendu parler, évidemment. Dont on a entendu parler. Avec une défaite, évidemment, donc du projet à ce moment-là pour la première référendum. Tout à fait. Avec un pourcentage de 59,6% des voix, si ma mémoire est bonne. 59,6%. Puis c'est important de mentionner aussi qu'il y avait une majorité du non qui était autant présente chez les francophones que chez les anglophones. OK. Donc, défaite de l'option de l'indépendance. Cela dit, le projet n'est pas mort pour autant. Bon, il y a plusieurs crises constitutionnelles aussi qui arrivent dans les années 80. L'échec de l'accord du Lac-Meech, de l'accord de Charlottetown, l'apparition du Bloc québécois aussi dans ces années-là, qui va faire en sorte, au final, les deux accords successifs, que le Québec ne signera pas la Constitution canadienne. Ça bouillonne encore au niveau des indépendantistes. Deuxième référendum en 1995, qui là va être beaucoup, beaucoup plus serré, avec un gain du non, encore une fois, mais à 50,6% des voix. Mais donc, un deuxième échec pour le mouvement souverainiste. Depuis 1995, c'est un peu... l'avenir de l'option reste un peu en suspens. L'avenir du Québécois est incertain. L'avenir du Parti du Bloc québécois est incertain. L'avenir du Bloc québécois et du Parti québécois également. Qui a subi quand même une défaite assez pas une défaite, mais du moins un revers assez important. Un résultat assez amer. Exact, tout à fait. Donc voilà, flottement au niveau de l'option indépendantiste. Puis toute la question, c'est de savoir est-ce que ce sont les moyens, est-ce que ce sont les véhicules qui portent ce projet-là, est-ce que ce sont les partis qui portent ce projet-là qui commencent à battre de l'aile, ou si c'est vraiment le projet en tant que tel qui commence à dépérir. Là. Donc ça va être important, ça va être une question à poser ce soir à nos deux invités. C'est une question très riche, puis c'est d'autant plus intéressant de la poser aujourd'hui, je trouve, en 2018, parce que cette idée-là est morte. On a deux personnes qui vont venir en parler avec nous, donc une personne pour et contre, deux candidats très intéressants. Alors, messieurs, dames, je vous demanderai de les accueillir, Monsieur Nick Payne et Monsieur Adrien Pouliot.
Hey, génial. Un grand merci de vous joindre à nous. C'est vraiment très apprécié. Là. Ça fait plaisir d'être là. Oui, vraiment. Notamment avec ce sujet-là, je pense qu'on a 2 candidats qui vont vraiment être bien placés pour parler de tout ça. Je vais commencer avec les entrevues rapidement avec nous, M. Pouliot. Donc, vous avez fait des études en droit à Sherbrooke, à la base, pratiqué le droit corporatif et commercial. Et par la suite, travaillé dans plusieurs conseils d'administration, notamment en télécommunications. 1999 arrive et vous lancez l'Institut économique de Montréal. Quand même un gros morceau de votre carrière, en fait. Est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce que c'est à la base, l'Institut économique de Montréal? Alors, l'Institut économique de Montréal, c'est un organisme sans but lucratif qui est autofinancier, qui ne reçoit aucune subvention du gouvernement et dont l'objectif est de faire des analyses économiques et de l'éducation économique en mettant de l'avant les principes de libre marché et en expliquant pourquoi ou comment est-ce que les principes de libre marché peuvent mieux régler les problèmes de politique publique qu'on a au Québec versus le gouvernement. Donc, c'est un organisme qui, aujourd'hui, 20 ans plus tard, on vient de fêter le 20e anniversaire, qui a à peu près 3 millions de dollars de budget de dons, qui reçoit à peu près 3 millions de dollars de dons et qui a à peu près 15 employés à temps plein et qui a une diffusion médiatique assez importante, à peu près 25 citations médias par jour à travers le Canada. Wow, OK. Vous avez été président pendant 8 ans quand même de l'Institut économique de Montréal. Pourquoi ce désir de partir ce projet-là? Ça faisait longtemps que vous pensiez à ça? Oui, chez nous, d'abord, on a toujours été intéressés par la politique. Le dimanche soir, on parlait pas de hockey, on parlait de politique et de politique publique. Et ayant travaillé beaucoup en télécommunications, en télévision, à TQS, à CTV, TVA. J'ai été à même de constater, dans les années, particulièrement dans les années 90, que le débat était assez axé vers, d'un côté de la médaille, le côté que j'appellerais gauche, là, donc le côté où on veut plus d'interventionnisme de l'État. Et il n'y avait pas beaucoup de voix pour expliquer qu'est-ce que ça pouvait être une juridiction où il y avait moins d'État et où on faisait plus confiance aux individus. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé de partir l'Institut, dont l'objectif était vraiment un objectif média, là, de mettre d'avant. On ne voulait pas faire des recherches là, de 150 pages, des doctorats qui restaient assis là, sur les tablettes, là, tablettés. On voulait vraiment quelque chose qui serait... que même un journaliste de la presse serait capable de lire et de diffuser. Alors, on a eu beaucoup de succès de ce côté-là. Génial. En fait, vous avez continué pendant justement 8 ans, comme je l'ai dit. Et là, en 2013, arrive le moment où vous êtes chef du Parti conservateur du Québec. C'est votre première arrivée en politique comme chef de ce parti-là. Pourquoi cet intérêt, en fait, vers le Parti conservateur en particulier? Après 12 ans à l'Institut, là, j'en avais assez. Je voulais laisser la place à des jeunes. Mais je voulais continuer quand même à faire avancer ces idées-là, ces idées de libre marché, de droits et libertés individuelles, de responsabilité personnelle. Alors, je me suis dit, est-ce que je le fais au niveau politique? Est-ce que je pars d'un média qui est de droite? Donc, il y avait plusieurs alternatives. Et finalement, j'ai décidé de faire la politique. J'ai d'abord réfléchi à aller à la chefferie du Parti libéral. J'ai laissé tomber ça. J'ai approché François Legault, qui à ce moment-là venait juste de partir une nouvelle patente là, qui s'appelait la Coalition Avenir Québec. En 2013. En 2013, 2012. Et finalement, non, j'ai décidé de pas aller avec M. Legault et je me suis joint à l'ADQ. OK, voilà. J'ai été sur la commission politique. On a refait le programme. On l'a mis plus à droite. Et quand il y a eu la fusion avec l'ADQ et la CAQ, là, j'ai dit, non, moi, je suis pas intéressé à aller avec M. Legault. Et je suis parti. Et c'est à ce moment-là que le Parti conservateur qui existait, qui avait eu une élection en 2012, est venu me chercher puis ils m'ont demandé d'embarquer dans la course à la chefferie que j'ai gagné. Et donc, je suis devenu chef en 2013. Et donc là, vous sortez de campagne électorale actuellement. Comment ça s'est passé, la dernière campagne? Un post-mortem peut-être ou une impression générale? Alors, deuxième élection générale, on a quadruplé notre nombre de votes. Évidemment, on partait d'un petit nombre. Mais vous savez, au Québec, tout est subventionné et les partis politiques aussi. Et pour nous, c'est vraiment très, très difficile de partir un nouveau parti politique parce que tu n'as pas de financement. Tu peux pas avoir plus que 100 $ de dons par année, hein, on le sait. Alors, donc, là, on a un financement sur un prochain cycle électoral d'à peu presque 850 000 $, ce qui va nous permettre vraiment d'avoir une permanence, puis d'embaucher, puis de vraiment mieux s'organiser. Alors, on est très content des résultats. On a eu quand même des gains partout dans toutes les régions.
L'avantage d'avoir des élections à date fixe, c'est sûr que ça nous permet de savoir quelle est la date de la prochaine élection. Et peut-être qu'on aura aussi des élections au vote proportionnel en 2022, ce qui va peut-être changer. Ce qui pourrait être assez intéressant pour nous. Oui, définitivement. Voilà. Merci de vous joindre à nous pour merci, ça fait plaisir. Génial. On va passer avec M. Nick Payne, donc dans une autre optique complètement. Ici, on est vraiment pour l'indépendance du Québec. M. Payne, vous avez commencé en musique à la base, carrière d'artiste. Oui, c'est vrai. Mais je précise que je me suis assis à droite juste pour le plaisir de voir M. Pouliot à gauche. C'est formidable. Ça sera su. Ça sera su ici même. Merci d'ailleurs encore pour d'avoir accepté l'invitation. Mais c'est un plaisir. Donc, carrière en Et musique. c'est un plaisir de débattre avec M. Pouliot aussi. Je pense que ça va être assez foisonnant. Effervescent. Ouais, j'ai un petit feeling là, que ça va être intéressant. Des tournées accompagnées, même Éric Lapointe en show, en musique. Pourquoi cet intérêt vers la politique à un certain moment donné? Ouais. Oui, en fait, non. L'intérêt pour la politique précède presque celui pour la musique, ou pas. En tout cas, j'ai toujours été intéressé à ces deux choses-là, même si elles ne sont pas nécessairement de même nature et compatibles. Quoi qu'en même temps, je pourrais vous raconter une série d'anecdotes qui vous feraient voir que finalement, ça se ressemble plus que ce qu'on pense. Il y a des égos dans ça, il y a le besoin de dire quelque chose, il y a le public auquel on s'adresse, avec lequel on entre en interaction, et ainsi de suite. Donc, c'est plus proche parent que je ne l'aurais cru à l'origine. Mais donc, la politique est arrivée parce que le temps, les années faisant leur œuvre, je me suis de plus en plus intéressé, j'ai de plus en plus approfondi cette question jusqu'au jour où cet intérêt pour la politique, jusqu'au jour où Jean-Martin Hossan m'a demandé de me joindre à lui pour la Fondation d'Option nationale. Donc, j'ai été co-signataire du premier programme d'Option nationale, et puis, malgré moi, vraiment, là, je me suis trouvé un peu aspiré dans cette affaire-là. Moi, je pensais qu'on serait 2 ou 3 pelés puis 4 tondus dans des sous-sols de bazar à parler tout seul. Et c'est devenu un peu plus prenant et ça a marché un peu plus que prévu. Finalement. Exact. Donc, membre fondateur d'Option nationale, vous avez même été président du Conseil national d'Option nationale, même à la chefferie, à la course à la chefferie pour le parti. Donc, malgré vous, mais vous en êtes venu à vous impliquer quand même. Non, mais c'est qu'à un moment donné, il y a une espèce de sens de la responsabilité ou du devoir qui intervient dans ça. À partir du moment où tu as, comme disait Serge Fiori, mis quelqu'un au monde, t'es un peu obligé de l'écouter. Ouais. Alors là, il manquait de candidats. Il fallait se présenter à un moment donné, par exemple, dans Mercier contre une figure proche de celle du Dalai Lama qui était Amir Kadir. Ouais. Et c'est moi, l'heureux élu, qui me suis retrouvé là. 2012, 2014 même contre Manon Massé dans Sainte-Marie-Saint-Jean. Absolument. Après le Dalai Lama, j'ai fait une figure encore plus... la sœur Teresa. Absolument. C'est pas moi qui l'ai dit. Même si je te l'ai dit tout à l'heure en coulisses. Mais... ça va être coupé au montage. C'est ça. Alors, non, mais j'ai le plus grand respect pour ces deux personnes-là, et j'ai fait ça sans aucune espèce d'ambition d'une carrière. On peut pas se présenter pour Option nationale en 2012 et en 2014 en pensant qu'on va avoir plus que la famille et quelques amis qui votent pour nous et un peu plus. Surtout au début, en fait. Mais quand même, de fil en aiguille, le parti a su rallier beaucoup de personnes, beaucoup d'intérêts. Et là, il y a eu la fusion, en fait, avec Québec solidaire, donc avec le Dalai Lama et Mère Teresa, finalement. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là? Est-ce que vous êtes plus proche de l'idée d'Option nationale telle qu'elle l'était? Ou, Oui, vous avez quitté le parti, donc, depuis... Oui, non, moi, je suis plus impliqué dans les partis politiques ou en politique militante ou active depuis quelques années déjà, mais que dire de la... Il faudrait que je parle pendant 20 minutes là, pour vous exprimer correctement ce que je pense là-dessus, mais disons que Option nationale, après avoir été promis à quelque chose d'intéressant, a vu sa progression stoppée net par le départ inopiné de Jean-Martin Hossan à un moment... et je dis ceci sans porter de jugement sur les choix de Jean-Martin Hossan, mais forcément, ça allait être très difficile pour Option nationale de survivre au départ de son chef, seulement 1 an et demi ou quelque chose comme ça, après la fondation du parti. Et donc, parallèlement à cela, les indépendantistes que nous cherchions à fédérer, c'est-à-dire souvent des anciens péquistes déçus de l'immobilisme du Parti québécois, ne nous ont pas rejoints dans cette aventure-là, et encore moins suite au départ de Jean-Martin Hossan. Ils se sont dit, bon, restons là où on se sent plus en sécurité politiquement. Ouais. Et donc, il n'est resté à Option nationale que l'aile plus
plus à gauche, plus jeune, plus porté, plus proche de Québec solidaire. Et il était assez naturel que, d'une part, devant des résultats électoraux minimalistes, il faut le dire, et d'autre part, cette proximité avec QS, les gens d'Option nationale se sont joints à eux. Alors maintenant, est-ce que c'est une bonne chose? Ben, le résultat de ça, c'est que Québec solidaire a une proposition aujourd'hui qui est très certainement plus proactive sur la question d'indépendance, plus concrète. Alors nous avons désormais une gauche indépendantiste au Québec, ce que nous n'avions pas là. D'un point de vue indépendantiste, ça fait déjà plus que ce qu'on avait avant pour quelqu'un comme moi qui considère que le Parti québécois a échappé le ballon depuis maintenant longtemps sur cette question-là. Puis rapidement, est-ce que ça fait partie des raisons pour lesquelles vous avez décidé de quitter la politique partisane, si on veut? Ah non, écoute, il en serait peut-être allé autrement si Si effectivement Jean-Martin oui, je ne saurais quoi répondre à ça, mais je ne suis pas parti fâché un matin en me disant zut, ça marche plus. Non. Quand même, on peut vous lire comme chroniqueur, débatteur politique dans le Huffington Post, Le Devoir, sur Facebook aussi, on en jasait tout à l'heure, qui est quand même un média important, disons-le. Donc quand même, je pense que deux candidats qui ont définitivement leurs choses à dire, qui ont même parti finalement ou contribué à partir des partis politiques qui avaient des thèses là-dessus et qui sont un peu pas dans les grands partis. Oui, qui sont symboliques, du moins des quand même, positions. disons-le. Alors, merci de vous être joints à nous. On va commencer directement vers le débat. Gabriel, c'est toi qui charges la modération du débat. Tout à fait. Donc un débat très simple. On a tiré au sort un peu plus tôt avant le début de l'émission là, pour savoir qui allait commencer avec une introduction. Donc, vous aurez chacun 3 minutes d'introduction. On a donc convenu que ça allait être M. Nick Payne qui allait commencer avec un premier 3 minutes d'introduction, suite auquel M. Adrien Pouliot vous poursuivrez. Il va s'en suivre des échanges qui vont durer peut-être environ 30 minutes, tout dépendant de la manière avec laquelle tout ça se construit puis se développe. Puis finalement, vous aurez une dernière minute pour conclure sur vos avis personnels. Ce sera vous, donc, M. Adrien Pouliot, qui commencerez, et M. Nick Payne, vous terminerez donc. Si ça vous va, on s'y lancerait dès maintenant. Donc, on peut donner une bonne main d'applaudissement, je pense, à nos deux candidats ici même. Certaines doses de courage. Ouais. Grosse question ce soir à Compte de classe. Alors, M. Nick Payne, la parole est à vous. Là, tu veux que je t'explique pourquoi je suis indépendantiste? Oui, ça peut être... Vous pouvez prendre ce Je temps-là. donner une recette de muffins aux potes ou je sais pas quoi. Faut être dans l'air du temps. Alors, pourquoi l'indépendance est-elle, à mon avis, une option intéressante, voire nécessaire pour le Québec? Mon petit doigt me dit que ce soir, on va parler assez régulièrement d'économie, de chiffres, mais je pense, en tout respect pour ceux qui se passionnent pour les questions d'économie, les questions comptables même parfois, que cette question-là ne s'apprécie pas d'abord et avant tout à travers des paramètres comptables. C'est une question de conscience nationale, c'est une question... En fait, le projet d'indépendance du Québec, soyons francs, n'existerait pas s'il n'y avait pas au Québec une entité nationale distincte de celle qui forme la majorité du Canada par ailleurs. La Saskatchewan, par exemple, comme province canadienne, peut à l'occasion se trouver mieux servie, moins bien servie par le fédéralisme, mais il ne naît pas chez elle la volonté qui traverse des décennies d'histoire politique de devenir un pays souverain. La raison pour laquelle elle ne cherche pas ça, bien sûr, c'est parce que fondamentalement, les citoyens de cette province sont fiers d'être Canadiens, ils sont globalement contents de faire partie du Canada et ils se sentent, comment dire, culturellement en phase avec le pays duquel ils font partie. Alors que, dans le cas du Québec, il y a donc une nation ici qui cherche à s'affranchir. Qu'est-ce que c'est qu'une nation? Bien, partons du principe que la population mondiale n'est pas qu'une addition d'individus sans affiliation qui flottent comme ça dans le vide. Les humains sont faits de telle sorte qu'ils se regroupent en fonction du rapport à un coin de territoire, d'une histoire commune, de valeurs, de traditions, de culture qu'ils partagent chacun dans leur coin de pays un peu partout, même s'il y a des valeurs universelles qui traversent tout ça. Nous sommes faits de telle sorte que, évidemment, on s'identifie, on tisse des liens avec les gens qui sont près géographiquement de nous d'abord et avant tout. Et c'est donc comme ça que naissent les nations, et les nations, comme les individus, cherchent à s'affranchir, à grandir, à survivre, ne serait-ce qu'à survivre, et à participer au progrès de l'humanité en y apportant leur propre point de vue, leur propre couleur. C'est ce que les Québécois cherchent à faire. C'est ce qui est toujours difficile à faire lorsque
un autre État décide, bien sûr, en dernière instance, à votre place, sur toutes sortes de sujets importants. Alors voilà, c'est la raison pour laquelle, fondamentalement, on cherche à être indépendant au Québec. Est-ce que économiquement, des questions se posent? Sans doute, c'est de bonne guerre. Il faut toujours se demander si ce qu'on fait est viable ou si ce sera une bonne chose. Mais fondamentalement, pour moi, la question n'est pas là. Je termine là-dessus. Dans un contexte où les économies s'intègrent, se libéralisent trop, même selon plusieurs aujourd'hui, à mon avis, la question de la survie économique d'un Québec indépendant se pose moins que jamais. Qui plus est, ce qu'on n'aborde jamais lorsqu'on parle chiffres autour de la question d'indépendance, c'est le coût du renoncement. Combien ça nous coûte de ne pas être indépendant? Combien d'opportunités perdons-nous à ne pas agir à notre propre enseigne sur la scène mondiale, internationale, en fait de contact, de rapport avec les autres nations? À mon avis, il y a un coût important là qui est bien sûr difficile à évaluer, mais qui existe. Merci, Nick Payne. Adrien Pouliot. Bonjour, alors merci encore pour l'invitation et félicitations pour votre engagement politique. Et il y a beaucoup de gens dans la foule, c'est assez impressionnant. Alors félicitations à vous tous d'être là un dimanche soir. On aura d'autres choses à parler de la souveraineté. Est-ce qu'il y a des gens qui sont fédéralistes dans la salle à part moi? Je suis le seul. Mais il y a des gens convaincus. Alors, le Parti conservateur du Québec est le seul parti fédéraliste de droite économique au Québec. Quand je parle de droite, ce que je veux dire, c'est qu'on est un parti qui veut moins d'État. Donc, à gauche, plus d'État, à droite, moins d'État. Là, c'est la façon simple pour moi. C'est un peu simpliste, là, mais quand même, c'est une façon assez simple de décrire, faire la distinction entre gauche-droite. Il y a des gens qui disent, ben non, la CAQ est un parti fédéraliste de droite. Et non, je dirais que, d'abord, M. Legault est un souverainiste. Et il est encore souverainiste dans l'âme. C'est pas quelque chose qui se perd, hein, M. Payne. D'accord avec vous. Je pense que M. Legault, d'ailleurs, quand on lui a demandé, ben pourquoi est-ce que vous êtes fédéraliste, il a dit, ben pourquoi est-ce que vous voulez rester au Canada? Sa réponse, ça a été, ben ils ont un bon filet social. Ils ont des bons programmes sociaux. C'était un peu ça sa réponse. Alors, je dirais que c'est pas tout à fait ce que j'appellerais un fédéraliste convaincu. Et M. Legault n'est pas à droite non plus. Si on demande à M. Legault, êtes-vous à droite? Il va dire non, je suis un centriste. Je sais pas ce que ça veut dire, centriste. C'est sans odeur, sans couleur, sans saveur. Ça va avec les sondages, avec le vent. Alors que nous, on est clairement à droite au niveau économique. Bon, on est fédéraliste. On n'est pas des mordus, là. J'ai pas passé ma vie à penser à ça. M. Payne a clairement beaucoup plus de réflexion, a fait beaucoup plus de réflexion là-dessus que moi. Moi, j'y ai pensé la dernière fois, ça fait 23 ans, 1995, lors du référendum, comme je dirais 97% de la population du Québec, là. Mais quand même, on est fédéraliste. Au Québec, t'as pas le choix. Là. Contrairement à Legault, tu peux pas être assis sur la clôture. Là, puis, il a taponné pendant 4 ans pour finalement dire ben, OK, non, je suis fédéraliste. Mais non, nous, on pense, on est fédéraliste parce que, bon, on pense que c'est un des meilleurs pays au monde. Et ce pays-là nous apporte la stabilité, la masse critique et le système de droits et libertés qui nous permet de nous épanouir et de nous développer notre économie. C'est vrai qu'on va parler beaucoup d'économie, en tout cas, moi, je vais en parler beaucoup, et de nous enrichir, mais aussi en reconnaissant les caractéristiques spécifiques du Québec. Le fédéralisme que prône le Parti conservateur du Québec, c'est un fédéralisme positif. C'est pas d'aller quêter plus d'argent à Ottawa, d'aller quêter des subventions pour la DV, de plus de programmes, plus de péréquation. C'est vraiment un fédéralisme positif où on veut que le Québec reprenne sa position de leadership dans la fédération comme il avait dans les années 60. Vous êtes tous trop jeunes probablement pour vous rappeler de ça, mais la place Ville-Marie, quand ils ont construit la place Ville-Marie, c'était le plus haut building au Canada. Pourquoi on a construit ça à Montréal? Parce que Montréal était la métropole du Canada. On était vraiment le leader canadien et c'est une place qu'on a perdue. Et nous, on veut que le Québec puisse reprendre cette place-là. On veut jouer sur la même patinoire, la même game que les Canadiens. Et donc, la game de l'économie, puis on veut être les meilleurs à jouer cette game-là. Alors, par exemple, dans notre programme, on parle beaucoup de promouvoir le commerce interprovincial. On sait que les gens de l'Ouest ont une espèce de traité entre eux qui s'appelle je
Je pense que c'est le New West Partnership. Et on veut, nous autres, faire la même chose avec l'Ontario. Donc, on veut vraiment prendre une position de leadership dans la Fédération canadienne. Alors, c'est un peu ça le positionnement du parti par rapport à l'enjeu de la souveraineté. Merveilleux. Ben, je vous relancerai en fait très pragmatiquement, de façon très terre à terre, avec une première question, tout simplement à vos avis. Ce serait quoi l'avantage, ou enfin les avantages ou les inconvénients pour les Québécois et les Québécoises d'obtenir l'indépendance? Est-ce qu'il y aurait là quelque chose de pertinent ou si au final il n'y aurait rien à y gagner? Je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier sur cette question. Allez-y, M. Payne. Vu que ça fait 23 ans que vous y avez pensé, je vais vous laisser 30 secondes. Je pourrais être venu ici pour vous dire que l'indépendance, c'est la mine d'or, c'est la solution à de nombreux problèmes et qu'on va nécessairement être beaucoup plus riche, beaucoup plus prospère dans un avenir qui suivra rapidement le grand soir, le jour d'indépendance. Je ne le ferai pas parce que pas davantage que ceux qui prétendent le contraire. Je n'ai vraiment de preuves de ça à vous donner. Par contre, il est assez évident, d'un point de vue, plus large, que le Québec a une contribution à donner au monde. C'est de ce point de vue-là qu'on a quelque chose à gagner. C'est comme citoyen de cette planète, en fait. Pensons seulement à une voix nord-américaine qui émergerait, qui serait autre que la voie habituelle de l'Amérique anglophone, parfois plus guerrière, parfois un peu plus délinquante sur la question de l'environnement ou sur d'autres questions. Bref, nous avons un point de vue original à donner. En ne faisant pas notre indépendance, nous passons outre notre responsabilité, en quelque sorte, de participer à la marche du monde. Alors, à partir du moment... Ce point de vue-là ne peut pas s'illustrer dans le cadre fédéral. Donc. Ce que je viens de dire s'illustre assez bien. Je pense que je viens de l'illustrer, mais est-ce que ce serait payant en argent? Là, on peut débattre jusqu'à la semaine prochaine avec des colonnes de chiffres, des graphiques à l'appui. Je pense néanmoins, moi, que une déclaration d'indépendance et une indépendance effective, évidemment, là, qui adviendrait, ne peut qu'être porteuse de retombées économiques plus qu'intéressantes pour le Québec. Maintenant, non, je n'ai pas apporté des graphiques, des bouliers, des bidules, une roue chanceuse pour vous montrer ça. Mais donc, culturellement, l'identité du Québec pourrait jaillir de façon plus claire, plus forte, si elle n'était pas prise dans le carcan canadien. Là. C'est un peu ce que vous êtes en train de dire. Oui, sans doute. Moi, j'ai parlé de conscience nationale, de la conscience d'être un État, d'être une nation et du réflexe découlant de cette conscience de vouloir survivre et s'épanouir. Mais j'ai pas parlé de nationalisme. Ce n'est pas nécessairement une question d'exaltation de la nation ou du sentiment national. L'indépendance, c'est simplement une affaire de réalisation de soi, une prise de responsabilité et la volonté de contribuer au monde. Alors ensuite, normalement, si on contribue, on devrait récolter en conséquence si on est le moindrement intelligent et créatif, et je pense qu'on l'est. Monsieur Adrien Pouliot, est-ce que le Québec peut se réaliser à travers le fédéralisme? La question, c'est est-ce que l'indépendance pourrait représenter un avantage à certains Québécois ou Québécoises? La réponse est clairement oui. Je pense que les gens qui en profiteraient le plus, ce sont les politiciens, les membres de l'Assemblée nationale, qui, eux, maintenant, auraient tous les pouvoirs constitutionnels sur tout ce qui touche le Québec. Mais quand on pense au monde ordinaire, là, pas les maniaques là, qui nous écoutent ce soir, là, mais le monde ordinaire, là, moi je l'ai fait du porte-à-porte pendant... Il y a beaucoup de gens ordinaires qui nous écoutent sans aucun doute. Oui. Du porte-à-porte... Très ordinaire, même. Pour le... Et ce que les gens... tu sais, quand tu poses la question aux gens, ça va changer quoi? Les gens, ils se disent au Québec, je vais avoir un rapport d'impôt au lieu d'en faire 2. Je vais avoir un député au lieu d'en avoir 2. Mais je vais être autant soumis, je vais être autant soumis à l'étatisme, au pouvoir de l'État, que ce soit 2 États dont, tu sais, il y en a un qui a la moitié des pouvoirs, l'autre a l'autre moitié des pouvoirs. Au total, ça fait 100%, puis c'est eux autres qui passent les lois et les règlements. Alors que ce soit 2 États, 2 niveaux de gouvernement qui ont chacun 50-50, ou qu'il y en ait un qui ait 100%, dans la tête du monde, ça change pas grand-chose. Alors oui, on va avoir encore un chèque d'assurance chômage pour ceux qui sont au chômage, mais au lieu d'avoir le petit drapeau du Canada, ça va être le petit drapeau du Québec. On va avoir...
la carte d'assurance sociale, ça va être un drapeau du Québec. On va faire la queue au bureau des passeports du Québec, mais on va encore faire la queue. On va avoir la grève de Poste Québec au lieu d'avoir la grève de Poste Canada. On va encore payer trop cher notre lait, puis nos œufs, puis notre poulet, qu'on soit indépendant ou non, parce que c'est la gestion de l'offre. Mais il va y avoir des changements économiques majeurs. M. Payne ne veut pas en parler beaucoup, mais on va en parler tantôt, j'imagine. Alors, moi, je pense que pour les gens, le citoyen québécois, il est déjà surgouverné. Selon nous, et ça ne changera pas avec un Québec indépendant. Les souverainistes disent souvent que dans un Québec indépendant, on va contrôler notre destinée, hein, c'est un peu ça. Mais pour le Québécois ordinaire, ça ne change rien. Il va y avoir une seule entité qui va restreindre ses droits et libertés individuelles au lieu d'avoir deux. Vous êtes d'accord sur cette question-là que concrètement, ça change pas grand-chose qu'on soit indépendant ou non? Qu'en penses-tu? Non, je suis pas Ouais, d'accord. c'est ça. Je sais qu'il y a dans d'autres pays qui sont tout près d'ici, des gens très, très, très ordinaires, qui ont parfois très peu de culture, très peu d'intérêt politique, j'allais dire, de culture politique, mais qui ne voudraient jamais voir leur pays perdre son indépendance et devenir une province, un canton, un département ou une municipalité d'un autre pays. Au Québec, on n'est tellement pas habitué de concevoir la capacité pour nous-mêmes comme peuple de prendre toutes nos décisions, que c'est effectivement un élément qui sort un peu facilement du débat, et du débat ou de la perception qu'on a des choses, et M. Pouliot en fait une éloquente démonstration. C'est quand même ce qui vient nous présenter une vision extrêmement réductrice de ce que c'est d'être indépendant. Maintenant, c'est vrai aussi que le lendemain de l'indépendance, au quotidien, on n'aura pas aboli l'hiver. Il va continuer effectivement, on va devoir continuer de travailler pour se nourrir et ainsi de suite. Donc, bien sûr, là, c'est un enjeu de fond comme celui-là. Encore une fois, ne se mesure pas en aspect très, très, très concret, sonnant et trébuchant du quotidien dans les premiers temps, mais il va de soi que c'est pas de ça dont on parle. On parle d'indépendance nationale d'un peuple, c'est pas la même chose. Mais on parle de... Tu sais, ça, c'est un mot qui revient souvent, de prendre toutes nos décisions. Moi, aujourd'hui, j'ai pris toutes mes décisions, là. J'ai décidé de venir ici. J'ai décidé d'aller m'acheter un poulet pour souper ce soir. Encore du poulet? J'ai pris toutes mes décisions. C'est le politicien à l'Assemblée nationale qui, lui, voudrait prendre des décisions au lieu que ça soit pris à Ottawa. Mais moi, comme contribuable, comme citoyen du Canada, comme résident de Montréal, je prends toutes mes décisions, là. Je subis les décisions de l'État, qu'il soit l'État fédéral ou l'État provincial, mais je prends toutes mes décisions. Mais c'est parce que vous ramenez le problème à une dimension strictement individuelle. Exact, absolument. Et ça, c'est important. Si je vous fais avez le même fait le point tout à l'heure, justement. J'ai trouvé ça un point intéressant. Puis c'est là, c'est un endroit où on diffère. Moi, je pense qu'une nation, c'est constitué d'individus. Et aussi. Aussi, c'est ça. Mais nous, on met d'abord et avant tout l'emphase sur les droits et libertés individuelles, sur la responsabilité personnelle et sur l'individu. C'est sûr que l'individu forme une collectivité, mais la collectivité, c'est pas un être, ça n'a pas d'âme, c'est une collection d'individus qui changent, qui s'assemblent selon leurs intérêts, selon leurs besoins, selon les circonstances. Si ce que vous dites était vrai, en pensant par exemple à l'Italie, on ne penserait pas à une culture, une cuisine, des traditions, un accent, une façon d'être. En pensant aux États-Unis d'Amérique, on ne penserait pas, ma foi, à McDonald's et Walmart ou à des choses des fois plus glorieuses que celles-là. En pensant à l'Espagne, on ne penserait pas au flamenco. Non, bien sûr qu'une nationalité, un vécu national, une nation, ça se définit, c'est palpable, c'est concret. Et c'est de ça dont on parle. Quand on veut faire l'indépendance, effectivement, si c'est pour le petit profit individuel au quotidien, ça ne veut pas toujours dire grand-chose. Par contre, moi, je connais des individus de descendance canadienne-française, par exemple, au Canada, qui font face à des taux d'assimilation de 75% par génération. À un moment donné, ça paraît jusque dans la vie de l'individu, le manque d'indépendance et de contrôle sur son destin. Mais c'est ça. Alors, tu sais, on a eu... En fait, quand je disais qu'en 1995, je parlais de 1990, mais en fait, la discussion est revenue un peu dans mon esprit quand on a parlé de la Charte des valeurs. Parce que la Charte des valeurs, c'était une loi qui décidait pour nous tous
quelles étaient nos valeurs. Puis on va avoir le même débat, là, quoique M. Legault, j'ai entendu dire hier que là, il allait reporter sa loi sur le port des signes religieux. Ça fait commencer les reports. Là, Oui. Il y a le temps encore de le reporter, mais... Ouais, c'est ça. Mais les valeurs que M. Legault dit qu'il y a un consensus sur le port des signes religieux. Ben moi, je suis loin de penser qu'il y a un consensus, Et deuxièmement, je vois pas pourquoi est-ce que l'État devrait imposer ce choix-là fait par des politiciens sur les gens. Je pense que les gens devraient avoir là de décider comment est-ce qu'ils veulent pratiquer leur religion. Je pense que ce qu'on doit avoir, c'est une charte ou une charte des droits et libertés pour s'assurer qu'on vit dans une société démocratique occidentale. Mais cette vision-là de dire que la nation est au-dessus des individus et que les individus doivent s'agenouiller devant des choix qui sont faits par les politiciens sur ce que la nation doit avoir l'air. Non, on confond beaucoup de choses. Moi, il y a des individus, il y a la nation. L'un n'est pas, soumis à l'autre ou inférieur à l'autre. Certainement pas. Cependant, on peut avoir conscience de faire partie d'un tout. Il y a plusieurs qui dépasse sa seule personne. Il y a plusieurs... moi, j'ai des intérêts dans toutes sortes de choses. Là. Oui, c'est vrai, je suis québécois, mais je suis canadien. Puis d'ailleurs, même le dernier sondage, un sondage, je pense c'est septembre de Ipsos, qui disait que les Québécois se sont jamais autant sentis Canadiens que Québécois, par rapport à se sentir Québécois. Je pense que les statistiques que j'ai vues, là, je sais que vous ne voulez pas parler de chiffres, mais... Ah non, mais... je pense que c'est 40% maintenant des Québécois qui se considèrent... Canadiens d'abord, vous alliez dire. Québécois d'abord, 60% se considèrent Canadiens d'abord. Ces chiffres-là vont et viennent, oui. C'est quelque chose, ça, quand même. Là. Alors, toute l'idée de dire, une nation, puis on est tous ensemble, puis on est tous pareils. Mais sur cette question-là, mais moi, j'ai jamais dit ça. Hein? On n'est pas tous pareils. Puis quand vous dites que le gouvernement prend des... Pardon. Oui, non, il n'y a pas de problème. C'est juste que je semble voir un discernement qui... En fait, je voudrais juste... Je pense que c'est... Non, mais ça, sur quoi vous ne semblez pas être d'accord, c'est la reconnaissance que le Québec serait une nation différente du Canada. En fait, ce que je comprends de l'argumentaire de M. Pouliot, dans le sens que ce serait des sommes d'individus, mais il faudrait quand même... En tout cas, je voudrais juste avoir votre opinion sur la reconnaissance que si c'est des empires coloniaux qui, à la base, ont créé ces colonies-là, on parle quand même d'une différence de religion, de langue puis de mœurs à la base. Moi, je pense que M. Pouliot est d'accord avec ça, mais qu'il préfère parler d'autre chose. Non. Je préfère pas parler d'autre chose. Mais je peux en parler. On peut en parler toute la soirée si vous voulez. Pas parler d'autre chose, mais concevoir le problème autrement, de telle sorte qu'on balaie cet aspect-là du problème qui est, à mon avis, fondamental dans la quête d'indépendance. L'individu, fort bien. D'ailleurs, si vous trouvez que... Je connais un peu vos orientations politiques, vous les avez assez bien exprimées déjà ce soir. Si vous trouvez que le gouvernement prend beaucoup de place, que l'individu devrait avoir davantage de liberté, moi, je veux bien, mais quoi de mieux qu'éliminer un des deux gouvernements déjà qui gèrent nos affaires? Je penserais pas que ça change grand-chose, mais ça fait pas mal de gouvernements de moins, là. Je vous alignerais peut-être... va avoir autant de lois, on va être autant réglementé, je pense. Je vous alignerais peut-être sur une autre question d'un autre ordre pour recentrer ça ailleurs. Là. Je sais, Nick Penn, que t'aimes pas ça parler de chiffres, mais je peux pas m'empêcher de poser la question. Allons-y. Dans les airs, on verra sur quoi ça va rebondir. Il n'aurait jamais dû dire ça en introduction, d'ailleurs. Non, attends, j'ai un chiffre. 10%. Ah, OK. On peut lui donner une bonne main d'applaudissement, je pense. Ça a été nommé quand même. Je l'avais écrit d'abord. Est-ce que, et là je lance ça, là, puis vous me donnerez vos réponses, est-ce que le Québec serait viable économiquement si jamais il obtenait l'indépendance? D'après Jean Charest et Philippe Couillard, tout à fait. Les deux l'ont affirmé. Maintenant, c'est une semi-boutade parce que c'est effectivement arrivé. Ces deux premiers ministres-là, très libéraux, très canadianistes, n'ont pu que répondre dans l'affirmative à cette question-là dans les dernières années. Maintenant, si on veut vraiment se poser la question de façon plus technique et aller dans les chiffres, les études sérieuses là-dessus remontent au départ à la commission Bélanger-Campeau, donc qui avait été instituée par Robert Bourassa, un autre très fédéraliste premier ministre du Québec. Et déjà à l'époque, la commission Bélanger-Campeau, du nom de Bélanger, qui était un fédéraliste convaincu lui aussi, et Jean Campeau, avait déterminé que c'était somme toute un jeu à somme nulle, justement, pour les premières années, en tout cas au lendemain de la souveraineté. Plusieurs années plus tard,
En 2005, quelqu'un du nom de François Legault a repris la même méthodologie qui n'a jamais vraiment été contestée et il en est venu, lui, à la conclusion que le Québec dégagerait 5 milliards de surplus. Puis par la suite, Stéphane Gobeil, un proche actuel de François Legault, lui est arrivé à une conclusion donc vers 2012 là, à l'effet que le Québec a un petit surplus, je ne me souviens plus du montant exactement. Donc, bref. Viable économiquement, même peut-être profitable. Personne n'annonce une catastrophe. Profitable, ça, c'est moi qui le dis. Ce sont des économistes dont vous connaissez certains. Moi, je ne veux juste pas essayer de faire la preuve de ça parce qu'on va perdre notre temps. Là. Votre position ici, René Pouliot? C'est vrai que c'est plate de parler des chiffres. Hein? Puis en 1995, là, quand on était au deuxième référendum, je me rappelle, une semaine avant le référendum, j'avais des amis chez moi, là, puis des gens d'affaires, là, puis il n'y a personne qui parlait de chiffres. Là, on était pompés, on était crinqués, c'était incroyable. Vous faisiez partie de ce groupe-là, donc. Ah, moi, j'étais là, puis non, moi, j'ai toujours voté contre, mais ce que je dis, c'est qu'autour de la table, il y avait une... Il y avait pour l'indépendance. Il y avait une c'était complètement émotionnel. Il n'y avait plus aucune rationalité au truc. Et donc, c'est pour ça que c'est plate un peu de parler de chiffres, là, parce que c'est pas excitant, tu sais, puis c'est pas... Mais... la vérité, c'est que actuellement, le Québec, le gouvernement fédéral dépense, si on inclut les intérêts sur la dette, dépense 16 milliards de dollars de plus au Québec que des revenus qu'il en retire. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Alors donc, oui, mais c'est pas gouvernement... nécessairement vrai. Non, mais c'est parce que là, la façon de calculer ces affaires-là, on finit plus. Là, OK, c'est ça. Alors, laissez-moi finir, là, même si ça finit plus. Allez-y. alors, il y a clairement, en tout cas, selon les... Oui. Autant selon le ministère des Finances du Québec que Statistique Canada, que le Cyrano, il y a plein de gens qui sont... Les chiffres sont là. Il y a un déficit de 11 milliards, clairement, plus les intérêts sur la dette. Ça, c'est peut-être un peu plus flou, là, mais minimum 11 milliards. En tout cas, il y a de la dette à quelque part, il faudrait qu'on assume. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a un trou là, de 11 à 16 milliards qu'il faut combler si on largue le fédéral. Deuxièmement, il y a la dette. On est passé d'une dette en 1995, lors du dernier référendum, de 57 milliards, et on est maintenant à 185 milliards. Donc, ça a triplé. Et en pourcentage de l'économie du Québec, là, c'est 42 % de plus en proportion de l'économie. Alors, tout est possible. Économiquement, tout est possible. Je ne dis pas que c'est impossible mais disons que ça va shaker la cabane pas mal. Là. Il va falloir qu'il y ait des réajustements. M. P va nous faire la liste comme Sol Zanetti, la liste des dédoublements puis des épargnes qu'on va faire, puis il n'y aura pas deux ministères du revenu, puis tout ça. Ah non, il faut appeler Sol pour ça. Mais il y a quand même... C'est pas durable, donc il va falloir soit hausser les taxes, mais on n'est pas vraiment capable de hausser les taxes, là, à moins qu'on s'appelle Québec solidaire, mais je veux dire, on est déjà les plus taxés en Amérique du Nord. Donc, il va falloir probablement baisser les dépenses. De combien? Ben, de 11 milliards. Mais 11 milliards, là, rien que pour donner une idée de ce que ça veut dire de couper les dépenses de 11 milliards. L'austérité, là, dont on a tellement parlé, là, on a coupé les dépenses de combien? En fait, on les a pas coupées, on a juste diminué l'augmentation des dépenses. On a haussé les dépenses de 4,1 % de 2015 à 2017. Les dépenses ont augmenté de 4,1 % et là, on a eu un tollé de la gauche disant ça n'a pas de bon sens, l'austérité, on coupe partout, c'est un désastre. Alors, imaginez d'être obligé de couper 12 milliards. En même temps... Rien pour voir là, qu'est-ce que ça veut dire, mettons, au niveau des frais de scolarité. Hein, c'est un sujet qui touche peut-être l'auditoire là, qui nous écoute ce soir. Des parents peut-être. Pour compenser une baisse de 12 % des subventions aux universités, les frais de scolarité devraient doubler. Ben, je comprends tout ça. Ce que je dis, c'est que c'est possible. Mais j'aimerais quand même dire qu'il y a une autre solution que de baisser les dépenses de 11 milliards. Il y a l'augmentation des revenus de l'État de 11 milliards aussi. En fait, non, mais c'est-à-dire que... les riches. Non, mais c'est pas ça, mais là, on rentre un peu dans la caricature. Le Québec est pauvre en riche et riche en pauvre. Non, mais il y a des possibilités de nationalisation, de projet de société, je pense qu'il... Mais votre réponse, c'est ça, Nick Payne. J'attendais mon tour patiemment, parce que j'ai plein de chiffres à vous donner. Non, sans blague, vraiment, cette démonstration-là est tout à fait
classique là, dans le discours fédéraliste. Je dis fédéraliste, mais on ne parle pas de fédéralisme. Ce sont des gens qui sont contre l'indépendance et davantage en faveur du maintien du Québec dans le Canada. On va dire ça comme ça, je trouve que c'est plus précis. Alors je vais vous appeler canadianiste, disons. Je suis sûr que ça ne vous insulte pas ou que ce n'est pas inexact. Ce discours-là, vous l'aurez déjà remarqué, c'est un discours d'incapacité. On ne sera pas capable, ça va coûter cher, on est pauvre, le Québec est un mauvais élève. Le Québec était capable. Ben oui, mais vous dites que ça va être un petit peu une catastrophe quand même. Ça va brasser. Bon. À partir du moment où on investit notre argent à nous, selon nos priorités à nous et nos secteurs stratégiques à nous, la donne change. Ça, c'est la première chose. Quand je parlais de la Saskatchewan tout à l'heure, pour donner l'exemple d'une province neutre à l'intérieur du Canada, le Québec, ce n'est pas un objet neutre à l'intérieur du Canada. Ce n'est pas une province comme une autre, c'est une province qui fait figure de fausse note dans la Fédération canadienne. C'est cette province dont on redoute toujours le développement parce qu'on craint qu'elle ne mette en péril l'unité canadienne, l'identité canadienne. Et par conséquent, on préfère envoyer des chèques au Québec de péréquation plutôt que d'investir dans ces secteurs stratégiques, dans la forêt, par exemple, on met de l'argent dans l'automobile en Ontario à la place. Je pourrais continuer la liste. Vous la connaissez comme moi si vous avez débattu déjà avec des indépendantistes, et je sais que vous l'avez fait. Bravo pour ça d'ailleurs. Ça arrive tellement peu souvent aujourd'hui qu'on débat de cette question. Mais ce manque à gagner là, qu'est-ce qu'on Alors, bref, en fait? En investissant l'argent qu'Ottawa actuellement met ailleurs, ici, dans nos secteurs stratégiques, on peut très certainement faire le contrepoids de ces petits manques dont vous parlez, parce que ça demeure... Ben oui, mais on a 110 milliards de dépenses puis 110 milliards de revenus par année, grosso modo. Là. Le revenu autonome, c'est plus proche de 90, oui, ben, en tout cas. Oui, ben, voilà, on peut jouer là, beaucoup sur les chiffres. Disons 100. De plus ou moins, c'est pas grave. Ben, c'est pas ce que je veux dire, mais... Non, mais vous annoncez une catastrophe et c'est toujours facile de prendre un chiffre, de regarder... Vous savez, on parle d'indépendance, alors aussi bien citer Jacques Parizeau qui citait quelqu'un d'autre en disant, je me souviens pas qui est cet autre, mes excuses à cette personne, mais il disait les chiffres sont plus utiles... non, je recommence. Les chiffres sont aux idéologues ce que le lampadaire est à l'ivrogne. Plus utile comme appui que comme éclairage. Alors voilà, c'est la même chose. On prend les chiffres, on sort des mots, on dit dette, puis on dit catastrophe, et ça y est, le tour est joué. Mais non, moi, je pense que les choses sont plus compliquées que cela. Regardez, par exemple, je vais prendre le problème d'une autre façon. La dette, alors, vous savez comme moi qu'il y a à peu près 15 façons de calculer la dette brute, la dette nette. Dans le cas de la dette du Québec, est-ce qu'on ajoute sa part de la dette canadienne? Est-ce qu'on ajoute les dettes municipales, la dette d'Hydro-Québec? Mettons qu'on prend la dette all dress, tout garni, extra pepperoni, tout le truc, la pire dette possible du Québec, elle ne représente encore qu'environ 110% du PIB. La grosse dette sale. Là. Aux États-Unis d'Amérique, dans le même calcul, on arrive à près de 140% du PIB. Alors, vous voyez, dès qu'on regarde les chiffres sous un autre angle, oups, le portrait change. Le Québec également a une économie qui est ma foi, c'est 400 milliards. C'est puissant. Là. On peut faire beaucoup de choses avec ça, encore une fois, si on prend nos propres décisions nous-mêmes. Alors, pour répondre à la question, moi, ces écarts-là, je peux passer une demi-heure à vous démontrer le contraire ici, puis je ne serai pas plus convaincant que vous m'avez convaincu. Moi, je vais vous dire comment c'est possible de le faire. Oui, allez-y. Parce que malheureusement, moi, je suis un homme d'affaires. J'ai eu 6 ou 7 entreprises chez Comté. Puis c'est plate de faire faillite, mais une couple de fois, j'ai passé proche. Mais la façon de le faire, il faudrait que l'État, il faudrait vraiment diminuer la taille de l'État. Parce que le 12% qui est là, l'argent qu'on n'aura pas du fédéral, là, je comprends que vous ne voulez pas parler de chiffres, mais on ne l'aura pas, l'argent. Alors, il va falloir s'organiser pour survivre sans ça. Et ça serait donc possible de le faire en éliminant certaines choses, en coupant certaines dépenses que moi, je ferais... Si j'étais élu, si le Parti conservateur du Québec était élu demain, nous, ce qu'on avait dit dans notre programme, dans notre cadre financier qui a été vérifié par l'Association des économistes du Québec, c'est qu'on allait diminuer les dépenses de 15 milliards de dollars. Mais donc, dans votre projet même, ce serait possible. Vous pourriez prôner l'indépendance, que financièrement, ce serait possible avec le Parti conservateur. C'est possible de le faire, mais ce que je dis, c'est que si vous pensez que l'austérité, c'était capotant, là,
attache ta tuque, là. Donc, on peut s'attendre à attacher notre tuque si votre parti est élu. Oui, C'est ce que avec je la comprends. broche. Ah oui, OK. Je vous amènerais complètement ailleurs. Mais là, avant d'aller ailleurs, on a le discours typique. C'est oui, le Québec allez-y. est au crochet du Canada et il ne survivra pas seul. Il y a Non, c'est pas ça que je beaucoup de gens politiques qui Il va disent ça, survivre, mais il n'y a pas mais- un économiste sérieux qui dit ça. Il va Il y en a pas un. survivre, mais ça va prendre des changements. Ben, ça va être très difficile. On bénéficie du Canada. Autrement dit, c'est ce que vous dites. On vit à ses reçoit crochets. 12 milliards de dollars de plus. Et c'est ça. Vous prenez le C'est- chiffre qui c'est- vous arrange. Je poursuivrai sur mon, Pardon, mon détour. vas-y. Non, mais ça a été éclairant, Bon, qu'on la souhaite ou non, est-ce que, disons, dans le contexte de l'avenir incertain là, du Bloc québécois, des derniers résultats du Parti québécois, est-ce que l'indépendance du Québec, ça reste quelque chose d'actuel ou si c'était un peu, ancré dans une génération ou dans une époque qu'on a dépassée? Là? Est-ce que ça reste encore, ça peut encore faire des vagues, cette idée-là? Allez-y. Est-ce que si la question c'est est-ce que c'est une idée moderne, actuelle, dont il est pertinent de débattre aujourd'hui? Bien sûr, il y a à l'heure actuelle quelque chose là, comme 50 pays de plus dans le monde qu'il y en avait en 1975, juste avant que René Lévesque ne prenne le pouvoir, cet inconnu dont vous avez parlé tout à l'heure. Et donc, oui, c'est très certainement, pour toute nation qui se respecte, un sujet qui est tout à fait pertinent. Maintenant, est-ce que dans l'actualité politique et dans la trame politique actuelle, l'indépendance est à l'avant-plan? Très certainement pas. Et le mouvement indépendantiste a beaucoup de travail à faire. Est-ce que, Adrien Pouliot, ce projet-là est un peu condamné à mourir ou malgré tout, ça va prendre l'élan au gré des circonstances historiques? Je pense qu'après le référendum de 95, où entre autres Bernard Landry a mentionné souvent c'est pas mort, la nouvelle génération va reprendre le flambeau et la nouvelle génération, ce sont des gens qui vont être souverainistes, tout ça. Et ça m'a vraiment, dans un sondage avant les élections, là, qui regardait un peu qu'est-ce que les jeunes pensaient sur différents sujets, il y avait 12 enjeux qui étaient soumis par Ipsos aux jeunes, savoir lequel qui est le premier. Là. Oui. Et vraiment, la souveraineté, c'était l'enjeu qui avait le moins d'impact sur le choix électoral des jeunes. Et vendredi dernier, j'étais en débat avec Martine Ouellette et Martine Ouellette disait « Ah, écoute, les jeunes, c'est super, là, puis ils sont bien crinqués sur la souveraineté. Regarde, là, si tu additionnes le pourcentage de vote de Québec solidaire et du PQ, regarde comment est-ce qu'il y en a du monde qui c'est tous des souverainistes, ça. Non, c'est ça. C'est pas tous des souverainistes, les gens qui ont voté Québec solidaire, là. Alors, moi, ça m'a assez surpris. Je savais que c'était plus bas, mais vraiment, les jeunes, je pense maintenant, 70% des sondages, les jeunes, c'est 70% sont fédéralistes. Non. Ben, Encore là, vous prenez... Non, c'est parce que vous prenez les chiffres qui vous arrangent. Oui, mais c'est ça. Il y a eu ce Ipsos qui est une sorte d'exception à la règle. De ces jeunes répondants sur ces sujets, je cite l'article de journal. Là. Oui, non, celui-là était... On Je me apprend souviens. Oui. Ainsi que seulement 19% des 18-35 ans seraient indépendantistes contre 70% de fédéralistes. Les jeunes seraient aussi plus optimistes. Bon, ça, c'est d'autres choses qui inquiètent. Non, mais faisons pas un concours de... de sondage. Je suis d'accord, je le sais, j'ai vu moi aussi Ok, ce vous êtes sondage-là, d'accord. mais il était... Non, mais sur le résultat de ce sondage-là, très certainement, je l'ai lu moi-même, tout le monde l'a vu, mais il était un peu... il détonnait Il faisait un pas peu votre par affaire. rapport... Ah ben... Non, c'est pas ça. Bon, Il détonnait par rapport à ce qu'on dire entend en qu'il y a général. différents sondages qui donnent différents résultats. Par dans ailleurs- tous les cas, non, là, moi, je pense Par- que... On peut mais moi, Par ailleurs, on peut moi, ça pas, me semble assez évident on peut pas que- se surprendre que Oui. l'indépendance soit pas un déterminant électoral pour les jeunes si elle n'est pas au programme électoral. Non, mais, Bon. moi, mon argument, c'est que ça me fait bien plaisir d'en parler ce soir là, d'indépendance, mais c'est pas vraiment un enjeu important pour la population. Les gens qui ont vécu les deux référendums comme moi, encore une fois, j'avais fait du porte-à-porte, là. Ces gens-là, donc les boomers, là, ils disent « Ouais, c'était un beau rêve, là, mais tu sais, ça n'a pas marché, puis on tourne la page. C'est plate, là, ça n'a pas marché, mais bon, je veux pas me relancer là-dedans. » C'est ça que les gens disent. Eux autres, c'est fini, là. On tourne la page pour faire d'autres choses. Et, alors, moi, je pensais que les jeunes prendraient le flambeau, mais je pense pas que... Il y en a ici dans la salle, là, vous êtes tous des souverainistes, là, mais Ou des sceptiques, là, peut-être. Il y a peut-être des sceptiques, mais je pense que... et même M. Landry avait non seulement parlé des jeunes, mais il avait même parlé des immigrants. Les immigrants vont reprendre le flambeau, tu sais. Ouf. Alors moi, je pense que... Non, je pense que c'est pas... c'est un projet qui... Il va toujours y avoir
un 20-30% d'indépendantistes. Et je pense que pour arriver aux 50%, puis honnêtement, là, si le référendum de 95 avait passé un oui, mettons à 51-49, là, ça aurait été vraiment... Une autre catastrophe. Encore. Non, mais ça aurait été vraiment... Ça aurait pas été drôle. Ça aurait pas été jojo. Tu sais, ça passe à 60-40, 65-35, je comprends. Mais 51-49, ça aurait été pénible. Et je pense que pour que pour que les indépendantistes puissent renverser la vapeur, ça prendrait un leader de charisme extraordinaire qui serait capable de rallumer cette flamme-là. Je vois pas... ça prendrait toute une flamme, parce qu'il y avait un contexte en 95 de négociations constitutionnelles, de bordel constitutionnel, qui a fait que le gaz a pogné là, quand en feu. Là. Je reviendrai rapidement sur cette question-là du désintérêt des jeunes. Nick Payne, est-ce que vous trouvez que ça se sent un peu? Puis si oui, comment est-ce que c'est explicable? Ou est-ce que ça va renaître? Alors, ou non? Quelle difficile question, pas parce que de faire le constat que ça perd de l'intérêt chez les jeunes me dérangerait, moi. Après tout, on a d'autres intérêts dans la vie, mais on n'est pas obligé d'être tout le temps militant, indépendantiste. Cependant, c'est plus compliqué que ça. C'est vrai qu'il y a un fléchissement de l'option. On le voit dans toutes les études d'opinion, dans les tranches plus jeunes. Cependant, il n'est pas de l'ampleur que ce seul sondage-là que vous avez cité a laissé entrevoir. Mais il existe malgré tout. Donc. Oui, je pense qu'il existe. Maintenant, j'aimerais apporter un bémol sur 95, 90 et même les années précédentes. Moi aussi, j'étais là. Et l'indépendance du Québec, les gens, y compris les jeunes, ne se sont jamais battus dans les autobus pour ça. C'est une question de fond. Lorsqu'on a été forcé de s'y intéresser par un extraterrestre comme Jacques Parizeau, il a bien fallu en débattre. Mais autrement, en général, au Québec, ce débat-là, je dis au Québec parce qu'on parle du Québec, là, j'ai pas beaucoup vécu dans d'autres pays qui cherchent à faire l'indépendance, mais au Québec, donc... On traite, comme tout le monde, du quotidien, des problèmes urgents à l'heure actuelle. Comment ne pas se préoccuper d'environnement, par exemple? C'est tout à fait normal que les jeunes soient particulièrement en feu sur cette question-là. Maintenant, la jeunesse, elle a aussi la propriété de s'intéresser, d'être moins assise dans ses vieilles certitudes, dans ses vieilles habitudes électorales et politiques. Et si on intéresse les jeunes, comme vous l'avez dit, par exemple par des leaders inspirants, moi je pense que la courbe peut facilement s'inverser en ce qui concerne la jeunesse. Vous avez parlé des baby boomers également. C'est l'histoire du Parti québécois. Effectivement, la tranche, cette tranche d'âge-là, est aux commandes du Parti québécois depuis de nombreuses années maintenant et elle est fatiguée, il faut le dire. Les gens qui ont pris les décisions, les mauvaises décisions qui ont amené le Parti québécois là où il est aujourd'hui sont effectivement souvent un peu désabusés, un peu fatigués, disent que ça serait bien que ça arrive un jour, mais nous, pour le moment, on préfère être de bons gestionnaires de province. Et donc, c'est vrai qu'il y a une fatigue dans cette tranche d'âge-là également. Mais encore une fois, pour les plus jeunes qui sont dans la salle, il n'y a jamais eu au Québec, moi, à mon souvenir là, le plus vif, d'immense ferveur indépendantiste. Cette question-là a toujours été clivante. Il a toujours fallu se battre à chaque instant pour la garder à l'avant-plan de l'actualité, sans quoi elle disparaît rapidement parce que les tracas quotidiens prennent le dessus et d'autres causes tout à fait nobles et légitimes. Parfait, donc on clorerait ça comme ça. Je vous inviterai donc 1 minute chacun pour conclure. Si jamais vous aviez un mot de la fin là, à donner. Adrien puisque M. Payne a commencé, je pense que c'est moi qui devrais conclure. Tout à fait, je vais pas vous donner la parole. Allez-y, monsieur. Non, moi, je vais être le dernier à conclure. Ah oui, parce que M. Payne a commencé. Ah, comme vous désirez. Alors, c'est moi qui devrais conclure. Oui, c'est parfait. Le dernier à conclure. Ayez le dernier mot ou le dernier chiffre, si vous en avez un à nous proposer. Encore une fois, je n'étais pas venu ici ce soir pour vous dire que l'indépendance du Québec est une solution miracle et la garantie d'un avenir radieux pour tous. Je pense que l'indépendance, ce n'est rien d'autre que la capacité d'agir en notre nom, de faire nos propres représentations et de prendre nos décisions pour ce qui nous concerne et d'aller à la rencontre des autres pays du globe, encore une fois, à notre propre enseigne. C'est ça l'indépendance. Ce n'est pas un projet de société ou aller plus à droite ou plus à gauche. C'est essentiellement la capacité de choisir et de faire ses choix, justement. Bon, ensuite, est-ce que c'est souhaitable? J'en suis
intimement convaincu, tout simplement parce que je fais le constat qu'il y a au Québec une nation distincte de la nation canadienne qui ne veut pas dire qu'elle doit exclure, qu'elle soit supérieure ou inférieure à l'autre. La nation québécoise, c'est un noyau historique, culturel, autour duquel viennent s'agréger des vagues successives d'immigration qui s'y intègrent progressivement. Après, on peut décider qu'on veut tel ou tel modèle d'intégration. C'est une autre question, mais il y a ici une nation. Et comme toutes les nations d'envergure respectable, ce qui est le moins qu'on puisse dire, le cas du Québec, l'indépendance est un choix naturel, un choix qui devrait être fait tôt ou tard, sans quoi, à mon avis, l'avenir de cette nation est plus ou moins compromis. À vous la parole, Laurent Poulette. 12% multiplié par 1 million. Non, le Québec a actuellement, pour reprendre vos mots, M. Payne, la capacité de choisir et fait ses choix dans des domaines de juridiction qui sont sous son contrôle. Je vais prendre l'éducation puis la santé, qui sont les deux plus gros budgets. C'est ce qu'il y a de plus gros, là, vraiment. Et ces deux réseaux publics-là sont des catastrophes. On attend 15 heures aux urgences, on a un taux de décrochage scolaire qui est pire que... c'est gênant. Et pourtant, le gouvernement du Québec a tous les leviers, a toutes les manettes qu'il faut pour gérer ça. Et malgré ça, ce sont des réseaux qui sont vraiment pourris. Alors, moi, je pense que on doit se concentrer, puis c'est pour ça que le Parti conservateur du Québec, je dis, on est fédéraliste, on n'est pas mordu de ça, là, puis on n'en fait pas des débats toutes les semaines, M. Payne, sur l'indépendance. Là. Je suis venu ici ce soir, là, mais je vous dis que moi, ma priorité, puis quand je parle aux gens, là, j'ai fait 6-7 000 portes pour la dernière élection. 95% des gens me disaient « Maudit système de santé vaut pas de la merde. C'était écœurant en éducation. » J'ai parlé des gens... C'est ça la préoccupation des gens. Alors, moi, je pense qu'il faut se concentrer sur sortir le Québec de cette espèce d'immobilisme dans lequel on est englué, cet étatisme qui nous étouffe, et mettre de l'avant la créativité, la débrouillardise des individus québécois qui sont capables de se débrouiller, ils sont pas toujours obligés de leur tenir la main pour leur dire quoi faire. Alors moi, je pense que tout le débat de l'indépendance, c'est intellectuellement stimulant, là, mais pour certains, en tout cas, peut-être le 2%. Alors, je n'étais pas supposé parler de chiffres, 2%. mais c'est pas ça la préoccupation du monde. Le monde, là, ils veulent savoir, ils vont-tu avoir une job? Ils vont-tu être capables de se payer des vacances 2 semaines en Floride? Là, c'est ça que le monde veut. C'est plate à dire ça, mais je pense que on est devenu, depuis les 15 dernières années, la province la plus pauvre, la juridiction presque la plus pauvre en Amérique du Nord. Et les problèmes, ce qui est urgent, c'est ça qu'il faut régler. François Legault m'avait dit, Adrien, on va devenir riche, puis après ça, on pourra aller à Ottawa puis faire un deal. Moi, je suis pas certain de la deuxième partie, mais en tout cas, je suis vraiment d'accord avec sa première partie. Je pense que le Québec a d'autres priorités que l'indépendance. Ben merveilleux, je vous remercie beaucoup encore une fois du débat. Bon applaudissement, certainement. Une chose de très riche. Merci beaucoup. Merci à vous. Vraiment. Merci également au public qui nous suit depuis le début de la saison, honnêtement. C'est très apprécié. Ça conclut une saison en force, là, honnêtement, ce soir. Puis on se revoit certainement pour la saison 2. On vous tiendra au courant via nos pages Facebook, Twitter. D'ici là, abonnez-vous justement. Donc, Twitter, YouTube, Instagram, donc Facebook. On va vous donner des nouvelles pour ça. Merci encore à tous. Merci à vous, Bois. Yes. Bonne soirée à vous.